Bonjour, les reins sont deux glandes amphicrines latérovertébrales rétropéritonéales à projection thoraco-abdominale et dont la sécrétion exocrine et la production de l'urine permettant d'évacuer l'urée, déchets métaboliques et dont le dosage sanguin augmente dans les insuffisances rénales. Par ailleurs, le rein aura une production endocrine avec essentiellement deux hormones que sont la rénine impliquée dans la régulation de la pression artérielle et l'érythropoïétine, EPO, qui stimule la production des globules rouges. Si l'on réalise une vue antérieure, nous pouvons projeter les reins à partir de repères vertébraux. Vous voyez ici apparaître les vertèbres T11 et T12 que nous articulons avec les côtes flottantes, 11e et 12e, puis le rachis lombaire, constitué de 5 vertèbres empilées, formant une courbure convexe en avant et dont le sommet correspond à L3. Latéralement, nous faisons apparaître les processus transverses des vertèbres lombaires qui vont constituer par leurs extrémités un repère pour la projection des uretères. Les reins, en situation latérovertébrale, dans l'espace rétropéritonéal, vont avoir des niveaux de projection qui sont à peu près comparables entre la 11e vertèbre thoracique en haut et la 3e vertèbre lombaire en bas, ou le disque L2, L3. En effet, le rein droit est un peu plus bas situé que le rein gauche, et donc son extrémité inférieure repérera L3, alors qu'à gauche, ce sera le disque L2, L3. Par ailleurs, les reins vont également contracter des rapports avec les muscles psoas, dont on peut marquer ici le contour, le rein étant posé sur le bord latéral de ce muscle. Nous pouvons donc placer dans un premier temps la projection et le contour du rein droit, que voici, et le rein gauche que nous plaçons un tout petit peu plus haut que le rein droit, comme ceci. La production exocrine du rein, c'est-à-dire l'urine, va être prise en charge par un système de voies excrétrices dont l'origine est intrarénale et qui va émerger au bord médial du rein, au niveau du pédicule rénal, formant dans un premier temps le pelvis rénal, l'ancien bassinet ou pied long, puis se prolongeant par l'urtère, dont la portion lombaire va se projeter en regard des processus transverses des vertèbres L2 à L5, avant de pénétrer dans le pelvis, présentant un segment pelvien, puis un segment intrapariétal dans la paroi vésicale, où l'urine va être alors acheminée dans la vessie. Nous pouvons placer ici les voies excrétrices du côté gauche, et l'ensemble rein, pelvis rénal et urtère constituera ce que l'on appelle le haut appareil urinaire, en parallèle du bas appareil formé par la vessie et l'urètre. Dans l'espace rétropéritonéal, les reins sont situés dans des loges rénales définies par des fascias, venant englober un dernier élément que sont les glandes surrénales, qui sont deux glandes endocrines que nous plaçons ici, venant coiffer les pôle supérieur des reins, d'où leur nom surrénal, au-dessus des reins. Et l'entité anatomique et la proximité topographique nécessitera de décrire les surrénales comme des rapports des reins. Le plan du cours sera le suivant. Nous étudierons la morphologie interne, puis la morphologie externe, puis la morphologie interne des reins. Nous étudierons la vascularisation des reins, notamment la vascularisation artérielle, dont il est important de se rappeler qu'elle représente 20 à 25% du débit cardiaque, ce qui est considérable et bien sûr en relation avec le rôle important de filtrage du sang que tiennent les reins.
Enfin, nous aborderons les rapports des reins dans l'espace rétropéritonéal avec la paroi postérieure du tronc, avec les viscères de l'abdomen qui se placent en avant, et nous terminerons par une coupe horizontale en L1. D'un point de vue morphologie externe, chaque rein s'inscrit dans la forme d'un haricot de grand axe oblique vers le bas et vers le dehors. Nous prendrons pour modèle de description le rein droit, dont nous voyons ici la morphologie caractéristique. Le grand axe forme un axe oblique vers le bas et vers le dehors, et nous pouvons décrire au rein un bord latéral qui apparaît globalement convexe, un pôle crânial qui se projette en regard de TH11 et qui aura un petit différence de niveau entre le côté droit et le côté gauche. Du côté droit, le pôle supérieur du rein affleurera le bord inférieur de la 11e côte, alors que du côté gauche, eh bien, il sera tangent globalement au bord supérieur de la 11e côte. En bas, le pôle distal du rein est plus latéral que le pôle crânial, ceci est lié à l'orientation globale de cet organe. Enfin, le bord médial du rein apparaît creusé au niveau du sinus rénal, au niveau duquel va apparaître le hile rénal, dont nous avions vu qu'il est constitué d'arrière en avant par les voies excrétrices. Plaçons ici le pelvis rénal et la partie proximale de l'urtère lombaire, en avant duquel se placera l'artère rénale et encore en avant duquel se place le plan veineux. Entre ces différents bords, la face antérieure du rein, globalement convexe, répondra aux viscères de l'abdomen, et la disposition des viscères de l'abdomen n'étant pas symétrique, eh bien ces rapports seront différents du côté droit et du côté gauche. En arrière, la face postérieure du rein répond à la paroi de l'abdomen, comme nous le verrons dans un instant. D'un point de vue dimension, la longueur moyenne du rein est aux alentours de 12 cm, la largeur moyenne aux alentours de 6 cm, et l'épaisseur moyenne dans le plan antéro-postérieur aux alentours de 3 cm. On considère que du côté droit et du côté gauche, la différence de longueur ne doit pas excéder 2 cm. Le poids moyen d'un rein chez l'adulte est entre 130 et 150 grammes. Venant coiffer le pôle supérieur du rein, la glande surrénale forme une glande endocrine qui présente une morphologie différente du côté droit et du côté gauche. À droite, en effet, la glande surrénale présente une forme pyramidale dont la base se pose au pôle supérieur du rein et dont le sommet regarde vers le haut et vers le dedans et se place habituellement en arrière de la veine cave inférieure. On dit que la glande surrénale droite est partiellement rétrocave. Il est classique de considérer que la glande surrénale droite a la forme d'un bonnet phrygien dont la face antérieure apparaît marquée par une petite dépression formant le hile surrénal par lequel émerge la veine surrénale droite qui va se drainer dans la face postérieure de la veine cave inférieure. Du côté gauche, la situation est un peu différente. Plaçons le pôle crânial du rein gauche, la face médiale avec ici le sinus rénal gauche, et la voie excrétrice, pelvis rénal et partie proximale de l'urtère lombaire ou lombale gauche. La glande surrénale gauche s'inscrit, elle, dans la forme d'une virgule à grosse extrémité inférieure qui vient se placer à l'aplomb du pédicule rénal gauche. Les glandes surrénales présentent un grand axe moyen entre 2 et 3 cm et pèsent en moyenne 12 grammes.
situées dans le même espace que le rein, c'est-à-dire dans la loge rénale. Elles en sont toutefois séparées par une cloison intersurréno-rénale, permettant ainsi d'isoler le rein indépendamment de la surrénale, par exemple lors des néphrectomies. Situation générale, morphologie externe. Abordons à présent la morphologie interne des reins et des surrénales. Et pour cela, nous allons réaliser une section dans le plan frontal d'un rein que nous allons littéralement couper en deux, de façon à pouvoir en apprécier la morphologie interne, la structure. Nous allons donc retrouver, toujours selon cet axe caractéristique oblique vers le bas et vers le dehors, nous nous intéressons à la structure du rein droit. Cet organe en forme de haricot et dont la surface est recouverte par une capsule fibreuse venant s'interrompre au niveau du hile rénal par lequel vont apparaître les éléments excréteurs et vasculaires. Lorsque l'on sectionne le rein, on voit apparaître deux portions distinctes que sont, autour du sinus rénal, une partie centrale que l'on appellera la médulla ou médullaire rénale, constituée de 8 à 10 structures pyramidales, ce sont les pyramides rénales décrites par Malpighi, autour desquelles va se placer le cortex rénal dans lequel on retrouvera les glomérules ainsi que les tubules contournés proximaux et distaux. Les pyramides rénales forment 8 à 10 structures de forme pyramidale dont la base est périphérique, tournée vers le hile rénal, vers le cortex rénal, et dont le sommet va, lui, se placer en direction du sinus rénal, formant les papilles rénales. Ces formations pyramidales apparaissent plus pâles que le reste du parenchyme rénal et sont constituées de la juxtaposition des tubules excréteurs venant prendre en charge l'urine sécrétée par le rein, ces tubules collecteurs venant s'aboucher au niveau du sommet de la pyramide, formant la papille rénale où l'urine va être prise en charge par les voies excrétrices. Autour des pyramides rénales, pyramides de Malpighi, qui vont donc délimiter les lobules rénaux, vient se placer le cortex rénal qui est périphérique et qui se place en profondeur de la capsule fibreuse du rein. En regard de la base des pyramides rénales, le cortex rénal va prendre un aspect spiculé, radié, venant constituer ce que l'on appelle les pyramides de Ferrin. Entre les pyramides rénales, pyramides de Malpighi, le cortex rénal s'insinue pour venir constituer les colonnes rénales décrites par Bertin. Ces colonnes ne vont toutefois pas jusqu'au sommet des pyramides rénales, venant s'arrêter à ce niveau, venant délimiter le sinus rénal que l'on va trouver plus en profondeur. Au centre de la coupe va apparaître l'appareil, les voies excrétrices du rein qui s'organisent en calices rénaux. On trouvera les calices rénaux mineurs, les calices majeurs et le pelvis rénal. Les calices mineurs sont autant que de pyramides rénales, de pyramides décrites par Malpighi, et viennent se mouler au sommet des pyramides rénales constituant les papilles rénales. Ces calices mineurs vont donc prendre en charge l'urine qui est sécrétée par le rein, et les calices mineurs se réunissent pour former les calices rénaux majeurs. Il existe en moyenne
3 calices majeurs, un calice inférieur, un calice moyen et un calice supérieur. Les 3 calices se réunissant dans le sinus rénal pour venir former le pelvis rénal, autrefois appelé bassinet ou pied long. C'est le pelvis rénal que l'on voit émerger au niveau du sinus rénal, au niveau du hile rénal, précroisé par le rameau antérieur de l'artère rénale, l'ensemble étant précroisé par la veine rénale. Le pelvis rénal se prolonge lui-même par la portion lombaire de l'urtère, la jonction pyélo-urétérale se projetant habituellement ou étant habituellement repérée par le processus transverse de la deuxième vertèbre lombaire L2. Placé au-dessus du pôle supérieur du rein, dans la même loge que le rein, mais dont il est séparé par la cloison intersurréno-rénale, vient se placer la glande surrénale. En voici le contour et nous pouvons d'emblée placer la loge rénale délimitée par les fascias rénaux que nous allons détailler dans un instant. La loge surrénale étant séparée du rein par la cloison intersurréno-rénale. La surrénale est une glande endocrine qui est constituée de 2 portions. Une portion centrale, la médullo-surrénale, responsable de la sécrétion des catécholamines, adrénaline, noradrénaline et dopamine, et va présenter une portion périphérique qui est le cortex surrénal, on parle également de cortico-surrénal, qui a 3 sécrétions endocrines principales, l'aldostérone, qui est un minéralocorticoïde impliqué principalement dans la régulation de la masse circulante et de la pression artérielle, le cortisol, qui est une hormone glucocorticoïde qui est responsable de la régulation de la glycémie, de la régulation du métabolisme des protides, des lipides, également responsable impliqué dans la régulation des rythmes circadiens. Enfin, la corticosurrénale aura également une production androgénique. La médullosurrénale est, d'un point de vue physiologique, l'équivalent d'un ganglion du système nerveux sympathique, et comme le système nerveux, de façon générale, un phénomène observé rapidement dans la période post-mortem et sans préparation anatomique particulière est la liquéfaction, si bien que les anciens, disséquant la glande surrénale, constataient une formation suprarénale vide en son centre, d'où le nom que l'on peut parfois trouver dans certains ouvrages de capsule surrénale. En effet, et pour terminer cette description, on va revenir un tout petit instant sur les vues antérieures en morphologie externe pour rappeler les enveloppes du rein. Le rein est cloisonné par un système de fascias que sont en avant de lui le fascia prérénal, qui est un fascia relativement fin, qui vient se prolonger avec l'adventice des vaisseaux rénaux en son centre et qui ensuite se prolonge en périphérie en se confondant avec le tissu conjonctif et le fascia transversalis présent dans la région rétropéritonéale. En arrière, la loge rénale est cloisonnée par le fascia rétrorénal de Zucker-Kandel, beaucoup plus épais, lui aussi en continuité avec l'adventice des vaisseaux rénaux et qui, à la périphérie du rein, vient se confondre avec le fascia prérénal et le tissu de remplissage adjacent. Ces 2 fascias vont donc délimiter la loge rénale, englobant la surrénale, qui est séparée encore une fois du rein par la cloison intersurréno-rénale.
Entre la capsule fibreuse du rein et les fascias prérénales et rétrorénales se trouve une petite épaisseur de tissu adipeux formant la capsule adipeuse du rein ou espace graisseux périrénal. En arrière du fascia rétrorénal, l'espace rétropéritonéal apparaît comblé par un tissu adipeux abondant et plutôt épais, formant la loge pararénale ou espace pararénal de Gérotin. Morphologie externe, morphologie interne. Parlons maintenant de la vascularisation du rein. Le rein est un organe qui est richement vascularisé. Il reçoit sa vascularisation par le biais des artères rénales que l'on avait définies comme des branches collatérales urinaires de l'aorte abdominale naissant en regard de L1. La circulation rénale des deux reins représente jusqu'à 25% du débit cardiaque, ce qui est donc effectivement un fait remarquable et ce qui représente une part considérable de la circulation sanguine dédiée à la vascularisation, à la perfusion des reins. Pour montrer la vascularisation du rein, nous allons reprendre une vue antérieure. Nous allons décrire cette vascularisation artérielle sur le rein droit que nous plaçons ici en vue antérieure. Voici donc le rein en forme de haricot avec au centre de la du bord médial du rein le sinus rénal par lequel nous voyons émerger ainsi les voies excrétrices, pelvis rénal, partie initiale de l'urtère lombaire. Nous coiffons le pôle supérieur du rein droit par la glande surrénale droite en forme de bonnet phrygien. Et nous pouvons donc nous intéresser à présent à la vascularisation artérielle qui se constitue de chaque côté à partir des artères rénales, droite et gauche, branche collatérale de l'aorte abdominale à hauteur de la première vertèbre lombaire. Nous interrompons ici l'artère rénale gauche, nous n'allons placer que l'artère rénale droite qui, vous en rappelez, se détache de l'aorte au même niveau que l'artère mésentérique supérieure que nous plaçons à ce niveau et un niveau de vertèbre en dessous du tronc cœliaque dont voici ici l'émergence à hauteur de TH12, 12e vertèbre thoracique, avec ses trois branches de trifurcation classique. Chaque artère rénale va se porter latéralement en direction du sinus rénal. L'artère rénale droite est un peu plus longue que l'artère rénale gauche. Lorsque l'artère rénale arrive en regard du rein, elle se divise habituellement, constituant un rameau ou branche antérieure qui passe en avant du pelvis rénal et un rameau postérieur qui, lui, va passer en arrière du pelvis rénal. Ces deux branches de division, antérieure et postérieure, vont s'immiscer dans le sinus rénal et vont se diviser, s'arboriser, pour venir constituer des artères qui vont avoir une distribution terminale et qui permettent d'individualiser au niveau du rein 5 territoires que sont un territoire polaire supérieur, un territoire polaire inférieur et entre ces deux territoires et en avant un territoire antéro-supérieur et un secteur antéro-inférieur. À la face dorsale de l'organe et vascularisé par la branche postérieure de l'artère rénale se place le secteur postérieur. L'artère rénale va par ailleurs donner un rameau pour le pelvis rénal et pour la partie initiale de l'urtère lombaire et elle va donner pour la surrénale l'artère surrénale inférieure. Il faut savoir que la distribution des artères rénales est fortement variable d'un individu à l'autre, mais que cette systématisation vasculaire permet en chirurgie la réalisation de néphrectomie partielle, ce qui permet de retirer la section pathologique de l'organe en
conservant au maximum la fonction rénale. Parmi les très nombreuses variations des artères rénales, une relativement fréquente qui concernerait jusqu'à 20% des individus est la présence d'une artère polaire inférieure, c'est-à-dire une branche pour le pôle inférieur du rein qui ne naît pas à l'intérieur du sinus rénal par bifurcation du rameau antérieur de l'artère rénale, mais qui se détache de la rénale bien en amont et qui peut être à même de croiser la voie excrétrice et de la comprimer. Artère polaire inférieure, qui est une des nombreuses variations de l'artère rénale. Située dans la même loge que le rein, la glande surrénale va recevoir une partie de sa vascularisation de l'artère rénale. Il y a donc là une communauté vasculaire, mais la glande surrénale, et ça c'est vrai des deux côtés, reçoit deux autres pédicules que sont les artères surrénale moyenne, naissant classiquement directement de l'aorte abdominale, et une artère surrénale supérieure, qui est une branche collatérale de l'artère phrénique inférieure, branche collatérale pariétale, naissant de l'aorte immédiatement sous le ligament arqué médian. Le retour veineux se fait par le système des veines rénales qui rejoignent la veine cave inférieure en regard de la première vertèbre lombaire L1. Il existe toutefois une asymétrie droite-gauche, notamment par les affluents des veines rénales, nécessitant d'étudier le retour veineux en considérant les deux reins. Voici sur la ligne médiane le ligament arqué médian sous lequel passe l'aorte thoracique qui devient aorte abdominale en regard de TH12. Au flanc droit de l'aorte chemine la veine cave inférieure que nous voyons remonter à ce niveau et qui va venir perforer l'hiatus ou traverser l'hiatus de la veine cave inférieure qui traverse donc le centre tendineux du diaphragme en regard du disque TH8, TH9 et recevant au passage, comme nous le savons à présent, les veines hépatiques. Veine cave inférieure, aorte abdominale. Plaçons les reins, donc centrés sur le niveau L1. Voici le rein droit, dont vous reconnaissez la forme caractéristique en haricot, et voici, légèrement plus haut, le rein gauche, dont l'axe, lui, se porte en bas et à gauche. Le retour veineux se fait donc par les veines rénales qui vont constituer la partie la plus antérieure du pédicule rénal. La veine rénale droite est courte et horizontale et rejoint le bord droit de la veine cave inférieure. La veine rénale gauche, elle, est plus longue. Elle va croiser la ligne médiane, passer en avant de l'aorte abdominale, avant de rejoindre le flanc gauche de la veine cave inférieure. Ces vaisseaux vont par ailleurs vont croiser des collatérales de l'aorte. Voici le tronc cœliaque, niveau vertébral TH12, et surtout, la veine rénale gauche va être croisée par l'artère mésentérique supérieure, naissant en L1 au même niveau que les artères rénales que nous pouvons ébaucher discrètement en arrière du plan veineux et constituant avec l'aorte la classique pince aorto-mésentérique dans laquelle va s'engager la veine rénale gauche et qui est particulièrement visible, notamment lors d'examens en coupe, notamment au scanner.
Les surrénales se placent au-dessus des reins et, comme vous pouvez le constater, la surrénale droite, de forme pyramidale, est en partie masquée par la veine cave inférieure. Elle est en partie rétrocave. De sa face antérieure va émerger une veine surrénale droite qui, on la représente ici légèrement décalée en réalité vers la droite, va rejoindre la face postérieure, elle est courte, et elle va rejoindre la face postérieure de la veine cave inférieure. Du côté gauche, la surrénale gauche, en forme de virgule, à grosse extrémité inférieure, qui se place au-dessus du pédicule rénal gauche, eh bien, cette surrénale gauche, elle, va venir se jeter, va venir s'aboucher directement dans la veine rénale gauche et pas dans la veine cave inférieure, ce qui constitue une première différence, première asymétrie entre le côté droit et le côté gauche. Le deuxième fait remarquable, ça va être la terminaison des veines gonadiques, veines testiculaires, veines ovariennes. En effet, naissant un niveau de vertèbre en dessous du pédicule rénal, c'est-à-dire en dessous de L2, les artères gonadiques vont présenter un trajet vers le bas et vers le dehors, suivant les à peu près parallèles aux voies excrétrices, qu'elles vont d'ailleurs croiser au niveau de L3 habituellement, pour rejoindre les gonades en position pelvienne ou en position périnéale, selon le sexe. Ces artères gonadiques sont accompagnées par des veines qui vont avoir une terminaison différente. Ainsi, du côté droit, la veine testiculaire ou la veine ovarique va venir se terminer directement dans la veine cave inférieure. Alors que du côté gauche, la veine gonadique va rejoindre la veine rénale gauche, présentant donc un trajet de drainage plus long et rhéologiquement différent, expliquant vraisemblablement chez les hommes la survenue plus fréquente de varicocèle testiculaire du côté gauche. La circulation lymphatique se fait par des vaisseaux lymphatiques et des lymphoneux, satellites des vaisseaux rénaux. La circulation lymphatique urinaire venant rejoindre la citerne du chyle, puis le conduit thoracique, comme l'ensemble de la circulation lymphatique de la partie sous-diaphragmatique du corps. Enfin, le pédicule rénal va être constitué d'éléments du système nerveux végétatif. Il s'agit de nerfs viscéraux prolongeant les ganglions rénaux et apportant au rein son innervation végétative, sympathique et parasympathique, ceci donc en continuité avec les plexus végétatifs prévertébraux péri-aortiques. Morphologie externe et interne, vascularisation artérielle, je vous rappelle, la circulation rénale globale, c'est 20 à 25% du débit cardiaque, et le retour veineux dans les veines rénales avec une asymétrie du côté droit et du côté gauche. Rappelez-vous bien que la configuration du pédicule rénal se fait en trois plans: veineux antérieur, artériel moyen globalement et on va dire excréteur postérieur. Et donc cette disposition fera que la voie d'abord du rein dépendra de l'objectif chirurgical initial. Si le premier temps de la chirurgie, par exemple dans la chirurgie des cancers du rein, est celui de contrôler la veine pour limiter les essaimages métastatiques des cancers du rein, l'abord doit être un abord antérieur. En revanche, si le but de la chirurgie est d'aborder les voies excrétrices, et en particulier le pelvis rénal, l'abord sera alors postérieur par voie de lombotomie. Cette considération chirurgicale nous amène à présent à aborder les rapports des reins. Les rapports des reins seront des rapports postérieurs avec les parois
de la cavité abdominale et seront ensuite par projection des rapports antérieurs avec les viscères de l'abdomen. Nous allons étudier ces rapports sur une vue antérieure orientée crânialement et à gauche qui nous permettra de placer les reins dans la région rétropéritonéale avec les rapports postérieurs pariétaux, les rapports rétropéritonéaux et par projection les rapports viscéraux antérieurs, et nous terminerons par une coupe schématique en L1 qui permettra de résumer ces éléments. Alors cette vue antérieure, cette grande vue antérieure, vous la connaissez, nous l'avons déjà dessinée à plusieurs reprises. Elle va s'organiser autour de la colonne vertébrale dont nous représentons les 3 dernières vertèbres thoraciques, TH12 venant s'articuler avec la 12e paire de côtes, côte extrêmement réduite et très postérieure, de même que la 11e côte. Et ces côtes, si l'on réalise une section du tronc dans sa partie moyenne, n'atteignent pas le plan médian et par conséquent sont visibles entièrement. La 10e côte, qui s'articule ici en arrière, va, elle, être sectionnée au niveau de sa partie moyenne. C'est ce que nous pouvons résumer comme ceci, placer ainsi, et donc nous pouvons ensuite dessiner les contours ici du diaphragme que nous allons décrire, que nous allons détailler dans un instant. En dessous de TH12 apparaît la première vertèbre lombaire, L1, avec ses processus transverses, L2, L3 qui est le sommet de la lordose lombaire, L4, L5, puis nous avons le disque L5-S1, le sacrum, dont vous voyez ici l'aileron sacré, le promontoire sacré, la face antérieure du sacrum et ici la région du coccyx. Venant s'articuler avec le sacrum, l'os coxal va nous montrer ici la crête iliaque, dont nous voyons le sommet qui correspond au niveau horizontal de la 4e vertèbre lombaire, ce qui correspond également au niveau de l'ombilique. La crête iliaque est limitée en avant par l'épine iliaque antéro-supérieure. Plaçons en bas la région du pubis avec la symphyse pubienne qui se place juste en dessous du bord inférieur du coccyx chez les femmes et dont la pointe du coccyx se projette à la partie moyenne chez les hommes. Et nous pouvons placer, tendu entre l'épine iliaque antéro-supérieure et le tubercule du pubis, le ligament inguinal qui marque à la peau son empreinte, formant la ligne de Malgaigne. Latéralement, la paroi abdominale antérolatérale en 3 couches, en 3 plans, oblique externe, oblique interne et transverse de l'abdomen. Nous ne détaillons pas les différents muscles de l'abdomen. Et nous pouvons à présent rappeler les structures fibreuses d'insertion du diaphragme thoraco-abdominal en arrière, que sont le ligament arqué médian, formé par la réunion des 2 piliers droit et gauche du diaphragme. Les piliers du diaphragme sont reliés à l'extrémité du processus transverse de L1 formant le ligament arqué médial ou arcade du muscle psoas, qui se prolonge latéralement par l'arcade du carré des lombes, ligament arqué latéral, tendu de l'extrémité du processus transverse de L1 à la pointe de la 12e côte, puis l'arcade intercostale de Sénac et l'insertion du chef costal du diaphragme. À partir de ces insertions postérieures, le diaphragme thoraco-abdominal va être constitué de fibres charnues qui vont se porter vers le haut et qui vont rejoindre le centre tendineux du diaphragme dont nous voyons ici apparaître la face inférieure de sa partie postérieure, perforée à ce niveau par le hiatus de la veine cave inférieure. Le centre tendineux est une structure fibreuse, nous la colorons en vert.
Les fibres charnues du diaphragme donc, vont se porter vers le centre phrénique. Elles constituent en arrière une portion très verticale qui venait constituer, qui cloisonne avec la cage thoracique en arrière, l'espace inframédiastinal postérieur. Voici la section de la partie charnue de la coupole diaphragmatique droite, de la coupole diaphragmatique gauche, et nous pouvons rappeler ici les sections des côtes 9 et 8 pour rappeler la présence de la partie distale de la cavité pleurale et en particulier des récessus pleuraux costaux diaphragmatiques. En avant de la colonne et issu du pilier droit du diaphragme essentiellement, des fibres arciformes vont venir constituer le hiatus œsophagien livrant passage à l'œsophage. L'hiatus œsophagien se projette habituellement en regard de TH10. Sous le diaphragme, la paroi postérieure de l'abdomen va être constituée par les muscles psoas, dont voici les contours, les muscles psoas qui sont tendus de la colonne vertébrale au petit trochanter, dont le bord latéral est particulièrement visible, en particulier sur une, je n'ai pas fait tout à fait symétrique, mais c'est pas grave, particulièrement visible, en particulier sur une radiographie de l'abdomen, et représente un élément de repère, et rejoint dans la fosse iliaque par le muscle iliaque, l'ensemble venant constituer le muscle iliopsoas. Nous repassons ici un petit peu le sommet de la crête iliaque, la voici, et nous pouvons rappeler, dans le hamac musculaire que lui constitue le muscle iliopsoas, la présence du nerf fémoral, rameau terminal du plexus lombaire, issu des nerfs spinaux L2 à L4, et qui va, ce nerf fémoral, traverser la lacune musculaire avec le muscle iliopsoas. Voici donc ce muscle iliopsoas constituant donc une partie de la paroi postérieure de l'abdomen. Puis latéralement, le carré des lombes, tendu entre la 12e côte, le versant postérieur de la crête iliaque et les processus transverses des 4 premières vertèbres lombaires, et tout à fait en dehors, le muscle, la face profonde du transverse de l'abdomen, dont nous voyons apparaître à ce niveau les fibres de disposition transversale. Au centre de la préparation va se placer l'aorte, aorte thoracique qui devient aorte abdominale lorsque celle-ci traverse le hiatus aortique délimité par TH12 en arrière et par le ligament arqué médian en avant. En regard de L4, l'aorte abdominale se termine par bifurcation, donnant les deux artères iliaques communes, droite et gauche, qui se portent vers le bas et vers le dehors, et qui, en regard de l'articulation sacro-iliaque, se bifurquent chacune, donnant pour le pelvis l'artère iliaque interne et pour le membre inférieur l'artère iliaque externe. C'est cette artère iliaque externe qui va passer dans la lacune vasculaire et devenir artère fémorale. En dedans des artères, le plan veineux est constitué par les veines fémorales devenant veines iliaques externes, rejointes par les iliaques internes pour former les veines iliaques communes. Les deux veines iliaques communes se réunissent
en regard de L5, en arrière de l'artère iliaque commune droite pour former la veine cave inférieure, que voici, qui va remonter de L4 à L1 à droite de l'aorte, puis qui s'en écarte, se portant vers le haut, vers l'avant et vers la droite, pour rejoindre le hiatus de la veine cave inférieure, quittant l'espace rétropéritonéal et rejoignant la cavité thoracique, où elle va se terminer au pôle inférieur de l'atrium droit. Elle va, avant de traverser le diaphragme, recevoir les veines hépatiques. Ça, ce sont les éléments que nous connaissons, que nous avons déjà vus un certain nombre de fois. Et maintenant, une fois que nous avons placé ces éléments de paroi, plaçons le contour des reins. Du côté droit, le rein droit va avoir son pôle supérieur, son pôle crânial, qui sera tangent au bord inférieur de la 11e côte, et son pôle inférieur, qui sera de niveau L3. Le bord médial du rein est couché sur le bord latéral du muscle psoas, et ainsi peut venir se dessiner le contour du rein droit. Le voici. Contour du rein droit, dont vous reconnaissez le bord latéral, le pôle supérieur et le bord médial creusé au niveau du sinus rénal. Du côté gauche, le pôle supérieur, le pôle crânial du rein gauche sera tangent au bord supérieur de la 11e côte et son pôle inférieur va répondre au disque L2, L3, le rein étant toujours, lui, posé sur le bord latéral du muscle psoas. Et donc, voici le pourtour du rein gauche, répondant donc à TH11 au disque L2, L3 et venant ici être creusé au niveau de son bord médial, au niveau du île rénal. Cette projection des deux reins permet d'emblée de traiter les rapports postérieurs des reins. Vous voyez que la face postérieure des reins va répondre pour sa moitié supérieure au diaphragme, portion lombaire puis portion costale, et à travers le diaphragme à la 12e côte, au bord inférieur de la 11e côte et au récessus pleural costodiaphragmatique postérieur. Vers le bas, la face postérieure du rein va répondre de dedans en dehors au muscle psoas, au muscle carré des lombes, à la face profonde du muscle transverse de l'abdomen, mais va également répondre aux éléments nerveux qui traversent la région. Il s'agit des éléments, des rameaux collatéraux du plexus lombaire, nerf subcostal, nerf ilio-hypogastrique, nerf ilio-inguinal. On rappellera ici pour mémoire la présence du cutané latéral de la cuisse et du génito-fémoral. Nous pouvons maintenant remplir le parenchyme rénal pour représenter le rein dans les reins droit et gauche dans leur région et placer en continuité avec les reins les voies excrétrices. Il s'agira du pelvis rénal. Je vais reprendre la même couleur, pelvis rénal, qui se prolonge ensuite par l'urtère, qui va présenter une portion lombaire verticale qui se porte vers le bas, vers le dedans, qui accompagne la face antérieure du muscle psoas, puis qui va traverser le détroit supérieur, croisant les vaisseaux iliaques externes du côté droit, pour rejoindre ensuite la paroi latérale du pelvis, où nous le retrouverons avec les parois pelviennes, et se terminer dans la vessie
que nous projetons ici en région rétropubienne. Du côté gauche, le pelvis rénal se prolonge par l'urtère gauche qui accompagne le muscle psoas, se projette en regard des extrémités des processus transverses des vertèbres lombaires, croise le détroit supérieur en regard des vaisseaux iliaques communs, c'est la loi de Louchka, avant que de plonger dans le petit bassin et rejoindre la vessie où il se termine après un court trajet intrapariétal, intravésical. Nous pouvons coiffer ici le pôle supérieur du rein par la surrénale droite en forme de bonnet phrygien partiellement rétrocave, surrénale gauche en forme de virgule à grosse extrémité inférieure qui vient se poser sur le pédicule rénal, et nous pouvons connecter le rein avec les gros vaisseaux rétropéritonéaux. Voici ici les veine rénale droite qui est courte et transversale et qui rejoint la veine cave inférieure, veine rénale gauche qui est plus longue, qui va croiser la face antérieure de l'aorte, elle-même étant surcroisée par l'artère mésentérique supérieure et placée sous le tronc cœliaque, sur lequel nous allons revenir dans un instant. Donc voici les rapports postérieurs, pariétaux, les rapports rétropéritonéaux, et passons maintenant aux rapports viscéraux, car en effet, à travers le péritoine pariétal postérieur qui va recouvrir partiellement ces éléments et présenter des zones de réflexion, des mésos et des zones d'accolement, eh bien, à travers le péritoine pariétal postérieur, les reins vont répondre à des viscères de l'abdomen que nous allons placer de la droite vers la gauche. Tout d'abord, du côté droit, la partie inférieure de la face antérieure du rein va répondre au côlon ascendant et surtout à l'angle colique droit. Voici la partie supérieure du côlon ascendant, côlon droit, qui prolonge le cécum et qui, à la face antérieure du rein, va se courber, venant former l'angle colique droit, accolé par le mésocolon ascendant et suspendu au diaphragme, accolé au diaphragme par le ligament phrénico-colique droit. L'angle colique droit représente un premier rapport viscéral de la face antérieure du rein droit. Nous avons ensuite, plus médialement, et masquant en partie la face antérieure du rein droit et son bord médial, le duodénum. Duodénum qui va former un cadre entre les vertèbres L1 et L3 et venant recouvrir, pouvons le placer ainsi, une partie de la face antérieure du rein droit. Voici le duodénum avec sa première portion, l'angle duodénal supérieur, sa deuxième portion des deux qui est un rapport de la face antérieure du rein, puis au-delà de l'angle duodénal inférieur, la troisième portion du duodénum en regard de L3 et qui vient masquer ici les gros vaisseaux de l'espace rétropéritonéal. Et ensuite, nous avons la quatrième portion, D4, qui remonte au flanc gauche de L3, puis de L2, et qui se prolonge par le jéjunum au niveau de l'angle duodéno-jéjunal, angle de Treitz, suspendu au pilier gauche du diaphragme par le muscle suspenseur du duodénum. Donc, deuxième rapport viscéral, c'est le deuxième duodénum, deuxième portion du duodénum, et enfin, la plus grande partie ici de la face antérieure du rein droit va répondre à la face viscérale du foie,
glande digestive qui va massivement occuper ici la région de l'hypochondre droit et que nous avons retiré de façon à faire apparaître les structures qui sont en dessous et masquées par lui. Dans le cadre duodénal se place le pancréas, dont la tête vient se mouler dans le cadre duodénal et qui se prolonge ensuite par un corps et par une queue, le corps et la queue du pancréas venant se porter vers le haut et vers la gauche. Vous voyez que lorsque l'on place maintenant le pancréas, eh bien, celui-ci va couvrir une partie des éléments précédemment décrits. La tête du pancréas présentant par ailleurs ici le processus incinatus dans lequel vont s'engager les vaisseaux mésentériques supérieurs. Le pancréas qui se moule dans le cadre duodénal va, par son corps et par sa queue, représenter un premier rapport viscéral de la face antérieure du rein gauche. En regard de la queue du pancréas vient se placer la rate, organe lymphoïde intra-abdominal, présentant sa face diaphragmatique moulée au contact de la coupole diaphragmatique gauche, présentant une face rénale au contact de la face antérieure du rein gauche, présentant vers nous une face gastrique qui va apparaître creusée par le île splénique dans lequel nous viendrons placer les vaisseaux spléniques et présentant enfin une base ou face inférieure dans laquelle, et c'est un dernier rapport viscéral ici du rein, va venir se placer la portion terminale du côlon transverse qui se prolonge sous la base de la rate par le côlon descendant. L'angle colique gauche étant par ailleurs fixé au diaphragme par le ligament phrénico-colique gauche. Ainsi donc, la face antérieure du rein gauche va répondre à la surrénale gauche, puis va répondre à l'estomac, estomac que nous avons là aussi été amenés à réséquer pour voir les éléments qui sont masqués par celui-ci, l'estomac étant placé entre l'œsophage abdominal qui arrive ici à travers l'hiatus œsophagien et qui se prolonge au-delà du pylore par la première portion du duodénum. Surrénale gauche, estomac, un rapport avec la rate, avec le pancréas et répondra à la partie terminale du côlon transverse et à l'angle colique gauche. Nous pouvons terminer de construire ces rapports en mettant en place quelques éléments vasculaires. Tout d'abord, l'artère mésentérique supérieure, naissant de L1 et faisant irruption dans l'incisure pancréatique, la voici, accompagnée sur son flanc droit par la veine mésentérique supérieure. Accompagnant la quatrième portion du duodénum, la veine mésentérique inférieure, et au-dessus du pancréas, le tronc cœliaque venant de nez, l'artère splénique qui présente un trajet sinueux à la face postérieure et au bord supérieur du pancréas avant que de lui devenir antérieur et de s'engager dans le île splénique. Un peu plus bas, la veine splénique, elle, va être rétro-pancréatique. La veine splénique rejoint la veine mésentérique inférieure, puis la veine mésentérique supérieure, pour donner naissance à la veine porte. Je place ici
un segment de la veine porte, à la face antérieure de laquelle vient se placer l'artère hépatique commune, qui devient artère hépatique propre après avoir donné l'artère gastro-duodénale, et à la face antérieure et à droite de laquelle vient se placer le conduit cholédoque qui représente la voie biliaire principale et qui va passer en arrière de la première portion du duodénum, puis en arrière, puis à l'intérieur de la tête du pancréas pour venir s'aboucher à la papille duodénale majeure. Enfin, du tronc cœliaque, nous pouvons esquisser l'artère gastrique gauche qui va participer à la constitution du cercle artériel de la petite courbure de l'estomac. Voici donc ces rapports différenciés du côté droit et du côté gauche des reins et des surrénales et du haut appareil urinaire, donc des voies excrétrices. Et nous allons, pour terminer cet exposé, synthétiser tous ces éléments sur une coupe horizontale que nous allons mener par L1, c'est-à-dire par ici, coupe donc classique en L1 ou coupe du pédicule rénal. Il s'agit d'une coupe schématique qui présente une orientation comme en imagerie médicale, c'est-à-dire la partie ventrale vers le haut et la partie gauche vers la droite. Il s'agit donc d'une vue inférieure. Nous plaçons l'axe médian et de façon schématique, le corps ici de la première vertèbre lombaire, puis le processus transverse, le voici, puis en arrière, le processus épineux dont l'extrémité postérieure est particulièrement globuleuse. Le foramen vertébral apparaît triangulaire et nous pouvons placer de part et d'autre de la première vertèbre lombaire les arcades du corps vertébral de L1, les arcades fibreuses sur lesquelles s'insère le chef vertébral du muscle psoas, dont voici le relief, et qui présente vers l'arrière un chef transversaire. L'espace entre le chef transversaire et le chef vertébral du muscle psoas livrant passage aux racines du plexus lombaire et à la veine lombaire ascendante. Latéralement, la paroi postérieure de l'abdomen est formée par le muscle carré des lombes, ces éléments étant recouverts par des fascias, le fascia iliaca, le fascia du muscle carré des lombes. Nous présenterons ensuite latéralement et sans le détailler, la paroi abdominale antéro-latérale. Je ne vais pas la détailler parce qu'on l'a déjà étudiée un grand nombre de fois. Elle est cette paroi antérolatérale formée en avant par les muscles droits de l'abdomen et latéralement les muscles larges qui sont disposés en trois coupes mais que je schématise par un seul trait épais comme cela. En avant de la colonne vertébrale, nous allons pouvoir placer maintenant dans l'espace rétropéritonéal les gros vaisseaux, veine cave inférieure qui se trouve du côté droit, aorte qui se trouve à gauche, et nous placerons latéralement les reins dont le il regarde vers l'avant et vers le dedans. Les reins apparaissent cloisonnés par leur capsule fibreuse que nous plaçons à ce niveau et vont recevoir
les trois éléments du pédicule rénal, élément antérieur veineux, élément postérieur artériel, l'artère rénale droite passant en arrière de la veine cave inférieure et se plaçant ensuite en arrière du plan veineux, l'artère rénale gauche étant plus courte que l'artère rénale droite. Puis nous avons un plan postérieur qui est un plan excréteur en rapport avec les calices rénaux que nous pouvons placer à ce niveau et représenter de façon schématique comme cela. Les reins sont cloisonnés dans la loge rénale, délimité par en avant le fin ou relativement fin fascia prérénal et par le fascia rétrorénal de Zucker-Kandel qui est plus épais et qui sont en continuité avec l'adventice des vaisseaux rénaux. En arrière se place la loge, la graisse pararénale épaisse, alors que dans la loge rénale se place la plus fine capsule adipeuse du rein ou graisse périrénale. En avant de l'aorte, l'artère mésentérique supérieure qui forme avec l'aorte la pince aortomésentérique dans laquelle s'engage la veine rénale gauche, à la droite de l'artère mésentérique supérieure, la veine mésentérique supérieure. Plaçons à présent les principaux rapports viscéraux de la région, avec tout d'abord le foie, dont on a vu que la face viscérale répond à la face antérieure du rein droit, et ce de manière majoritaire, c'est-à-dire que la plus grande partie de la face viscérale du rein droit répond à la face viscérale du foie. Voici le parenchyme hépatique, et à la face viscérale du foie va également venir se mouler la vésicule biliaire que nous représentons ici de couleur verte. Vésicule biliaire qui se place dans son lit vésiculaire. Voici le parenchyme hépatique, et nous allons retrouver sur la partie gauche de la coupe l'estomac qui va se placer en continuité avec le duodénum, et le duodénum, nous l'avions représenté comme un rapport antérieur de la partie médiale hilaire du rein droit. Enchâssé dans le cadre duodénal, le pancréas va pouvoir apparaître à ce niveau. Nous allons voir la tête du pancréas, puis le corps du pancréas, cet organe disparaissant du plan de coupe compte tenu de son orientation oblique vers le haut et vers la gauche. Enfin, nous aurons à placer, c'est un rapport cette fois-ci du rein gauche, l'extrémité distale du côlon transverse que nous plaçons à ce niveau, et dans la gouttière pariétocolique gauche apparaîtra ici le côlon descendant. Pour terminer, péritonisons la coupe en plaçant le péritoine pariétal que nous allons faire partir de part et d'autre de la racine du mésogastre. Le péritoine va présenter un feuillet postérieur en continuité avec le feuillet antérieur, soulevé ici en avant par le ligament falciforme dont l'extrémité va livrer passage au ligament rond. Le péritoine pariétal se place en continuité avec le péritoine viscéral qui va venir ici englober le duodénum et l'estomac, présentant en arrière du duodénum un fascia d'accolement. C'est le fascia d'accolement rétro-duodéno-pancréatique ou fascia de Treitz. Entre le pancréas et l'estomac
apparaît ici la bourse omentale, représentant un diverticule de la cavité péritonéale situé en arrière de l'estomac et que nous reprendrons dans le cours consacré à cet organe. Le foie apparaît ici entouré de son feuillet de péritoine viscéral. Et enfin, le côlon transverse apparaît relié à la paroi abdominale postérieure par la partie gauche du mésocôlon transverse, le côlon descendant étant accolé à la paroi postérieure de l'abdomen par le feuillet d'accollement du mésocôlon descendant ou fascia d'accollement de Tolde gauche. Ces éléments de péritoine livrant passage à des branches collatérales issues de la mésentérique inférieure et destinées à la partie gauche du transverse et au côlon descendant, mais nous y reviendrons dans les cours suivants. On terminera de constituer cette coupe en plaçant la masse des muscles érecteurs de la colonne vertébrale, le muscle grand dorsal et le contour cutané, marqué en avant par le sillon médian du ventre, le sillon latéral du ventre, la région du flanc, puis la région lombaire, creusée au niveau de la ligne médiane entre les deux masses droite et gauche des muscles érecteurs de la colonne vertébrale. Pour faire la synthèse, les reins sont donc deux organes, deux glandes amphicrines rétropéritonéales, latérovertébrales, dont la fonction exocrine est l'urine, la sécrétion de l'urine permettant d'évacuer l'urée, et dont la fonction endocrine comporte essentiellement la sécrétion de rénine intervenant dans la régulation de la pression artérielle et d'érythropoïétine régulant la sécrétion, la production des globules rouges. Ces glandes sont situées dans une capsule rénale dans laquelle, contenant également les glandes surrénales, glandes endocrines qui sont cloisonnées du rein par une cloison intersurréno-rénale et sécrétant les catécholamines pour la partie médullosurrénale et des glucocorticoïdes, des minéralocorticoïdes et des androgènes pour la cortico-surrénale. Le drainage de l'urine se fait par les voies excrétrices qui naissent dans le rein au niveau du sinus rénal par les calices rénaux et qui se prolongent par les urtères dont seule la portion lombaire est rétropéritonéale. Vers l'arrière, les reins répondent à la paroi postérieure de l'abdomen, diaphragmatique et donc thoracique par l'intermédiaire du diaphragme pour leur moitié supérieure et lombaire pour leur moitié inférieure, répondant de dedans en dehors aux trois éléments de paroi de la région rétropéritonéale, psoas, carré des lombes et transverse de l'abdomen, mais également aux nerfs qui parcourent cette paroi postérieure de l'abdomen et qui sont des rameaux collatéraux du plexus lombaire. Vers l'avant, les rapports des reins sont des rapports viscéraux, en rapport avec des viscères de l'abdomen. Du côté droit, ça sera le foie essentiellement, mais également l'angle colique droit et la portion descendante du duodénum. Du côté gauche, il s'agira du corps et de la queue du pancréas, de l'estomac, de la surrénale gauche, de la rate, de la partie gauche du côlon transverse et de l'angle colique gauche, le pôle inférieur du rein, par l'intermédiaire du mésocôlon descendant, étant en rapport avec les anses grêles. Nous en avons donc terminé avec la description de ces éléments de rétropéritoine et la
le prochain cours sera consacré à l'étude des parois du pelvis dans un premier temps, puis des vaisseaux et des nerfs du pelvis. Et lorsque ces éléments pariétaux seront terminés, eh bien, nous attaquerons la description du tractus digestif, puis des viscères du petit bassin. Je vous remercie de votre attention.